Lorsque Stéphane rendit son dernier soupir sur ce lit d'hôpital, ses ultimes paroles furent un avertissement que Léa ne saisit pas sur le moment. Va à l'arbre dans la forêt, j'y ai tout agencé. À peine 3 jours après l'enterrement, des silhouettes vêtues de noir rôdaient autour de sa demeure. Une semaine s'était écoulée, et elle fuyait, la vie de ses 2 enfants terrorisés entre ses mains. Et quand elle découvrit enfin l'arbre colossal que son époux avait décrit, ce qu'elle y trouva lui dévoila une terrifiante réalité. L'homme qu'elle aimait portait des secrets d'une telle dangerosité que sa famille entière allait en subir les conséquences. Mais Stéphane avait aussi laissé autre chose dans cette crypte végétale, une voie vers la liberté, ou vers l'oubli. Et il appartiendrait à Léa de choisir son destin. La nuit où Stéphane s'éteignit, il l'appela à son chevet avec une urgence qu'elle n'avait jamais lue dans son regard. Ses mains frémissaient sur les draps immaculés, et lorsqu'il parvint enfin à articuler, sa voix n'était qu'un souffle rauque, luttant contre l'angoisse qui lui serrait la gorge. Quand je serai parti, écoute-moi bien. Prends les enfants, va dans la forêt en Provence, jusqu'à l'arbre immense où l'on s'est connu. Il y a une cavité à l'intérieur. J'ai tout préparé. Ne fais confiance à personne au village. Jure-le, Léa, jure-moi que tu partiras. Elle brûlait de l'interroger, de savoir pourquoi, quelle faute il avait commise, quel péril les guettait. Mais Stéphane ferma les paupières et étreignit sa main avec une force désespérée. 3 heures plus tard, il n'était plus. Les obsèques furent empreintes d'une atmosphère sinistre. Léa aperçut plusieurs hommes en noir, postés en retrait dans le cimetière, la fixant d'un œil glacial qui lui fit parcourir un frisson. Ils n'approchaient pas, n'offraient aucune condoléance, ils observaient. Ses enfants, Chloé, 11 ans, et Lucas, 8 ans, se cramponnaient à sa robe tandis que le cercueil disparaissait sous la terre. Une fois la cérémonie achevée et la foule dispersée, Léa sentit le poids de leur regard la transpercer, tels des poignards dans son dos. Le soir même, de retour dans leur maison d'un village de Normandie, elle constata que la serrure de la porte d'entrée avait été forcée. Rien ne manquait, mais une présence avait violé leur intimité. Quelqu'un avait cherché, fouillé. Les jours qui suivirent furent une inexorable descente aux enfers. Léa était couturière dans un modeste atelier. Chaque matin, en sortant, elle voyait la même Renault 4 grise stationnée de l'autre côté de la rue. Lorsqu'elle arpentait les ruelles, elle percevait une filature, des pas qui cessaient dès qu'elle s'immobilisait. Les voisines, jadis si chaleureuses, traversaient la rue pour l'éviter. Monique, la boulangère, lui glissa à voix basse en lui tendant ses croissants. « Léa, des inconnus posent des questions sur vous. Ils prétendent que votre mari leur devait beaucoup d'argent. Soyez prudente, ma fille. » Le cœur de Léa s'emballa. Stéphane ne lui avait jamais parlé de dette, de problèmes, d'adversaires. Il avait toujours été cet homme posé, un employé modèle d'une société de transport qui dissimulait quoi? Un après-midi, en allant chercher les enfants à l'école, elle vit 2 de ces hommes s'entretenir avec le directeur. Chloé lui tira la manche. « Maman, le monsieur là-bas m'a demandé notre adresse. » Léa sentit la terre s'ouvrir sous ses pieds. Saisissant les enfants par la main, elle se hâta vers l'arrêt de bus, jetant des regards inquiets par-dessus son épaule. Cette nuit-là, le sommeil la fuit. Assise dans le salon plongé dans le noir, elle épiait la rue à travers les volets. Vers 2 heures, la Renault 4 grise passa au ralenti devant chez elle, comme pour inspecter chaque fenêtre, chaque détail. Le lendemain, sa résolution était prise. Elle sortit du placard le sac de randonnée de Stéphane. Y glissa des vêtements, quelques conserves, de l'eau, les titres de propriété et le peu d'argent qu'il possédait. Elle attendit le crépuscule. Elle annonça à Chloé et Lucas une visite surprise chez une tante à la campagne, exigeant de courage et silence. Les enfants, dociles, acquiescèrent, leurs grands yeux trahissant leur angoisse. À 20 heures, profitant de l'obscurité, ils se glissèrent dehors par la porte de derrière. Léa portait le sac et tenait la main de Lucas. Chloé se serrait contre elle. Il n'avait pas fait 300 mètres qu'un cri retentit. « Elle est là, la veuve !» Léa se retourna, 2 hommes couraient dans leur direction. La panique la submergea. « Courez !» hurla-t-elle, et ils s'élancèrent à travers les rues pavées. Le bruit des bottes se rapprochait inexorablement. Léa bifurqua à travers un marché désert, enjamba une barrière, hissant Lucas, aidant Chloé. Les cris se multipliaient, ils étaient 4, peut-être 5. Épuisés, le souffle court,
ils atteignirent la gare routière. D'une main fébrile, Léa acheta 3 billets pour Caen. Le car partait dans 10 minutes. Ils se réfugièrent dans les toilettes des dames, s'enfermant à clé, tendant l'oreille aux voix masculines qui cherchaient une femme et 2 enfants. L'employé d'entretien, une vieille femme au regard las, les dévisagea. Le regard de Léa était une prière silencieuse. Aux hommes, la vieille femme fit non de la tête, indiquant une autre direction. Ils s'éloignèrent. Installée dans le car, Léa vit les hommes en noir arpenter les quais, furieux, un téléphone à l'oreille. Le véhicule s'ébranla juste au moment où l'un d'eux se tourna vers eux. Leurs regards se croisèrent. L'homme porta son téléphone à l'oreille en désignant le car. Léa étreignit ses enfants, les yeux clos, priant. Le voyage durerait 4 heures. 4 heures d'angoisse, à imaginer une embuscade à chaque virage. Chloé murmura contre elle, « Maman, qu'a fait papa ?» Léa n'avait que sa peur pour réponse. Et les mots de Stéphane, écho prophétique, « Va à l'arbre, j'y ai tout agencé. » Le car serpentait sur une route obscure, entre villages assoupis et collines ténébreuses. Léa scrutait la route derrière eux, guettant des phares suspects. À mi-parcours, elle les vit. 2 Renault 4 noirs, lancés à pleine vitesse. Son souffle se bloqua. Les voitures se rapprochaient, prédatrices. Léa serra ses enfants, son regard désespéré fixé sur le chauffeur qui sifflotait, ignorant tout du danger. Les voitures n'étaient plus qu'à 100 mètres, leurs phares inondant l'habitacle. Chloé sanglotait en silence, Lucas tremblait. Soudain, un coup de tonnerre fracassant déchira la nuit. Un orage d'une violence inouïe s'abattit, forçant le chauffeur à une extrême lenteur. La pluie cinglait le pare-brise, le vent balançait le véhicule. Les voitures noires furent contraintes de ralentir aussi. La route était devenue un piège glissant. Léa vit l'une d'elles déraper dangereusement. Le car, lent mais stable, avait trouvé dans la tempête une alliée providentielle. Les éclairs zébraient le ciel, révélant un paysage tourmenté. Dans un de ces flashs, Léa eut une vision qui lui glaça le sang, les 2 voitures étaient bloquées par un arbre abattu en travers de la route. Des hommes s'acharnaient en vain sur le tronc massif, hurlant sous le déluge. Le car les dépassa, s'enfonçant plus loin. 2 heures plus tard, ils arrivaient à Caen. Il était 3 heures du matin. La ville était déserte, noyée sous la pluie. Léa descendit avec ses enfants somnolents et son sac détrempé. Personne. Seul le gargouillis de l'eau dans les caniveaux. L'arbre géant était à 2 heures de marche, au cœur d'une forêt de Provence. Une éternité. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait disparaître avant l'aube. Ils traversèrent la ville endormie jusqu'à l'orée de la forêt, suivant un sentier boueux que Stéphane lui avait fait découvrir autrefois. Le chemin était bordé d'arbres immenses et de fougères. Lucas, exténué, pleurait. Léa le prit sur son dos, tandis que Chloé, vaillante, l'éclairait d'une petite torche. La forêt exhalait une odeur de terre humide et de mousse. Chaque craquement était une alerte. Le souvenir des paroles de Stéphane la guidait, cet arbre a 500 ans. C'est l'endroit le plus magique du monde. Ce souvenir était son unique phare. Après 2 heures de marche éreintante, alors qu'elle était au bord de l'abandon, elle le vit. L'arbre, un titan ancestral, dominait une clairière. Son tronc était si large que 10 personnes n'auraient pu en faire le tour. Dissimulée dans ses racines massives, une ouverture sombre. L'entrée. Léa y dirigea le faisceau de sa lampe. La cavité s'élargissait en une véritable pièce. L'incroyable était là, des lampes à gaz, des caisses de bois, des couvertures, des bouteilles d'eau, des conserves, le tout protégé par du plastique. Sur une table rudimentaire, un carnet et une enveloppe à son nom, de l'écriture de Stéphane. Les jambes de Léa se dérobèrent. Elle fit entrer les enfants, ferma l'ouverture avec une bâche et alluma une lampe. La douce lueur révéla l'étrange refuge. « Maman, c'est quoi, ici ?» demanda Chloé, éberluée. Léa s'effondra sur une couverture, serra ses enfants et laissa enfin ses larmes couler. Des larmes de deuil, de peur, d'incompréhension. Les enfants la réconfortèrent en silence. Une fois calmée, elle ouvrit l'enveloppe. « Léa, mon amour, si tu lis ces lignes, c'est que mes pires craintes se sont réalisées. Je ne suis plus là et il te pourchasse. Pardonne mon silence. Il y a 12 ans,
je travaillais pour des gens dangereux. J'ai transporté ce que je n'aurais pas dû. Quand j'ai compris, j'ai voulu arrêter, mais on ne quitte pas ce milieu. J'ai volé des documents compromettants et les ai cachés. Je leur ai fait croire que je les avais détruits. Ces preuves sont ici, dans une boîte métallique sous le plancher. Ils n'ont jamais cessé de me traquer. Maintenant, ils pensent que tu sais où elles sont. Ne fais confiance à personne. Suis mes instructions. Le carnet contient des cartes et un plan d'évasion détaillé. Un tunnel souterrain, creusé par d'anciens mineurs, part du fond de cette grotte, derrière un faux mur. Il mène à Chinon, à 30 km. Là-bas, un homme nommé Jean t'attendra. Il ignore tout de mon passé, sauf qu'il doit aider une femme avec 2 enfants se réclamant de moi. Il tient le marché artisanal. Il vous offrira un refuge et une nouvelle vie. Pardonne-moi, Léa. Sauve nos enfants. Je t'aime. Stéphane. Le monde de Léa bascula. Stéphane, un criminel. Le carnet était d'une précision obsessionnelle, carte du tunnel, avertissement, contact. Une voie de secours préparée depuis des années. Elle regarda ses enfants endormis, si innocents. C'est alors qu'elle entendit des voix dehors. Elle doit être dans le coin. Le chauffeur a dit qu'elle est descendue à Caen. Des pas lourds dans les feuilles mortes. Des faisceaux de lampes balayant les arbres. Léa éteignit la lampe et couvrit la bouche de Chloé qui venait de s'éveiller. Les hommes encerclaient l'arbre. L'un d'eux, à la voix rauque qu'elle reconnut, ordonna, fouille dans les racines. Le faisceau d'une torche illumina la bâche. Léa retint son souffle. La lumière s'attarda, puis une autre voix lança, agacée, il n'y a rien. Cet arbre est creux, j'ai déjà regardé. Allons vers la rivière. Les pas s'éloignèrent. Léa attendit 10 longues minutes avant d'oser respirer. Chloé pleurait doucement. C'est fini, murmura Léa, sachant que ce n'était que le début. Elle attendit l'aube. Lucas se réveilla, perplexe. Léa leur expliqua qu'il participait à un jeu très sérieux, exigeant courage et silence. Chloé, comprenant la gravité de la situation, demanda d'une voix brisée, « On ne reverra plus jamais papa ?» Léa ne put qu'acquiescer. « Papa nous a laissé un chemin », le rassura-t-elle. « Soyons courageux. » Suivant les instructions du carnet, elle trouva au fond de la grotte 5 pierres empilées. Celle du centre, marquée d'une croix discrète, était la clé. Léa la tira. La pierre pivota dans un long grincement, révélant une ouverture obscure d'où s'échappa un air froid et ancien. Des marches taillées dans la roche s'enfonçaient dans les ténèbres. Le tunnel. Son mari l'avait préparé. Elle devait lui faire confiance. Dehors, la traque continuait. Elle prépara 3 sacs avec le nécessaire, y compris la boîte en métal remplie d'euros, puis, pour brouiller les pistes, laissa une lampe allumée et des conserves ouvertes dans la grotte. Elle referma l'entrée du tunnel, les plongeant dans le noir absolu, guidés seulement par leur torchette. La descente fut périlleuse. Le tunnel, ancien ouvrage minier, était un boyau de 2 mètres de haut. Ils marchèrent des heures, suivant les notes de Stéphane. « Maman, papa était-il un homme mauvais ?» demanda Chloé. « Ton père a fait de graves erreurs, ma chérie, » répondit Léa. « Mais il a passé sa vie à tenter de nous en protéger. » Après un bref repos, ils attaquèrent la partie la plus ardue, une montée abrupte suivie d'un passage si étroit qu'il fallait ramper. Léa envoya Chloé en éclaireuse. Puis ce fut le tour de Lucas, terrifié, qu'elle dut convaincre avec fermeté. Enfin, elle s'engagea à son tour, le corps éraflé par la roche, le poids de la montagne pesant sur ses épaules. Elle déboucha enfin de l'autre côté, les mains en sang. Le tunnel s'élargissait et montait vers la lumière du jour. Ils émergèrent dans une forêt luxuriante. 30 km sous terre. Ils étaient près de Chinon. Libres. Mais à peine s'étaient-ils mis en marche qu'ils entendirent des moteurs et des cris. Fouillez les bois. Ils étaient repérés. Léa s'enfuit à nouveau, ses enfants avec elle, dans une course éperdue à travers la végétation. Les cris se rapprochaient. Puis elle avisa une cascade et un ruisseau. Une vieille astuce de survie apprise de Stéphane. Ils s'y plongèrent. L'eau glacée leur coupa le souffle, mais ils suivirent le courant, jusqu'à ce que les voix s'estompent. Ils avaient gagné un répit.
Ils sortirent du ruisseau, trempés et épuisés. La carte de Stéphane indiquait que le marché artisanal était de l'autre côté de la colline. Y aller dans cet état était trop risqué. C'est là qu'elle vit une petite maison de campagne. Elle frappa. Une vieille femme au regard perçant lui ouvrit. « Que voulez-vous » Léa lui raconta une version abrégée de son histoire. La femme, Geneviève, après avoir longuement observé les enfants, les fit entrer. Elle leur offrit des vêtements secs, du chocolat chaud et du pain. « J'ai entendu des voitures ce matin, dit-elle. Des hommes armés. Ils sont dangereux. » Elle lui traça un itinéraire sur un papier. « Prenez ce vieux sentier de muletier. Il mène derrière le marché. Dites à Jean que vous venez de la part de Geneviève de la Cascade. Il comprendra. » Ils suivirent le sentier et débouchèrent derrière le marché de Chinon. Léa repéra un vieil homme à la moustache blanche derrière un étal. « Jean. » Elle s'approcha. « Je viens de la part de Geneviève de la Cascade. » L'homme se leva aussitôt. « Suivez-moi. » Dans sa réserve, il lui confia, « Stéphane m'avait prévenu. »« Il est mort ?» Léa acquiesça, en larmes. « C'était un homme bon qui a fait de mauvais choix, » dit Jean. Il ouvrit une porte secrète. « Restez ici. » « Avez-vous ce qu'il a caché ?» Léa lui tendit les documents. « C'est votre seule chance de liberté, dit-il. Je connais un journaliste à Paris qui peut les détruire. Mais en attendant, vous devrez disparaître. »« Nous ferons ce qu'il faut, » affirma Léa. Dans la pièce cachée, elle entendit les hommes la chercher dans le marché, puis s'éloigner. Elle savait qu'il reviendrait. Mais cette fois, elle ne fuirait plus. Elle se battrait. Les jours suivants furent une claustration angoissante. Jean leur apportait de quoi survivre. Les hommes en noir étaient toujours là, la pression montait. « Il faut partir, » dit Jean. « Mon ami journaliste vient demain. Ensuite, vous disparaîtrez. J'ai un cousin à Nantes qui dirige une coopérative d'artisanes. Vous deviendrez Monique Dubois, veuve, avec 2 enfants, Sophie et Thomas. » Le journaliste, Laurent, arriva la nuit suivante. Un homme aux traits tirés mais au regard acéré. Il photographia les documents. « C'est de la dynamite, dit-il. Mais il me faudra des mois pour tout vérifier. D'ici là, vous êtes des fantômes. Stéphane était mon informateur, il a disparu avant que je puisse le protéger. Il m'a dit que vous étiez la femme la plus forte qu'il connaisse. Il avait raison. 2 jours plus tard, Monique Dubois, Sophie et Thomas montaient dans un bus pour Nantes. Jean leur avait fourni de faux papiers. Avant de partir, il lui glissa un numéro. Un réseau d'entraide. Vous n'êtes pas seul. À Nantes, Philippe, le cousin, les accueillit sobrement. Il les installa dans une petite maison. Travaillez dur, soyez discrets. Personne ici ne pose de questions. Monique s'intégra à la coopérative. Les autres femmes, des écorchées de la vie comme elle, l'accueillirent sans curiosité. Sophie et Thomas s'adaptèrent à leur nouvelle vie, à leur nouveau nom. Mais Monique restait sur le qui-vive, appelant Laurent chaque mois. « J'avance », lui disait-il. Les mois passèrent. Monique, par son travail et son intelligence, gagna le respect de toutes. Françoise, la coordinatrice, lui proposa de devenir responsable des ventes. Elle accepta. Lentement, le masque de Monique Dubois devint son vrai visage. 6 mois plus tard, Laurent appela. « C'est pour demain. Je publie tout. Les arrestations auront lieu à l'aube. Stéphane sera mentionné comme un informateur décédé, Marcel. Vous serez en sécurité, mais restez prudente. » Le lendemain, les journaux titraient sur le démantèlement du réseau. Léa lut chaque mot, un poids immense se levant de ses épaules. Cette nuit-là, elle dormit enfin. Mais à l'aube, des pas la réveillèrent. Il l'avait retrouvée. Son sang ne fit qu'un tour. Assez fuit. Elle envoya les enfants se réfugier chez une voisine, Martine, puis appela Laurent. Ils sont là. Sur ses conseils, elle alluma toutes les lumières et mit la musique de Georges Brassens à fond. Elle sortit sur le perron, défiante. Les hommes, surpris, et alertés par Martine qui criait avoir appelé la gendarmerie, prirent la fuite.
10 minutes après, les gendarmes étaient là, suivis d'une unité spéciale. Nous sommes du programme de protection des témoins, lui dit un agent. Votre fille a été reconnue sur une photo des réseaux sociaux. Il reste 2 fugitifs, et ils sont ici. Soit vous entrez dans le programme, soit vous nous aidez à les piéger. Je veux en finir, dit Léa. Elle devint un appât, surveillée en permanence par des agents infiltrés. Pendant 2 semaines, rien. Puis, une Renault 4 grise commença à rôder. Une nuit, en rentrant, elle fut suivie. Elle alerta discrètement les agents et s'engagea dans une ruelle, comme convenu. L'homme s'approcha, un couteau à la main. Les agents surgirent. Il fut maîtrisé. Il n'en restait plus qu'un. 2 nuits plus tard, le téléphone sonna. Une voix glaciale. « J'ai ta fille. » Elle s'est échappée de sa planque. Viens seule à l'ancien entrepôt textile, route de Lyon. Un SMS confirmait l'horreur, une photo de Sophie, ligotée. Léa sentit le monde s'effondrer. Laurent arriva en urgence. Un plan fut monté. Léa, équipée d'un micro et d'un gilet pare-balles, irait seule, tandis que des tireurs d'élite et une équipe d'assaut se mettraient en position. Respire, réfléchis, agis, se répéta-t-elle, les mots de Stéphane résonnant en elle. Elle entra dans l'entrepôt délabré. Au 2e étage, Romain Dubois la tenait en joue, Sophie à ses pieds. « Laisse-la partir, » dit Léa. « Ton problème est avec moi. » Pour gagner du temps, elle inventa une histoire de documents supplémentaires cachés par Stéphane. Elle le fit parler, le distrayant, jusqu'à entendre le mot « maintenant » dans son oreillette. Elle plongea au sol. Les fenêtres volèrent en éclats. Des tirs neutralisèrent l'arme de Dubois. L'équipe d'assaut fit irruption. Il fut capturé. C'était fini. Léa serra sa fille dans ses bras, en larmes. Laurent la rejoignit. Vous pouvez redevenir vous-même. Mais qui était-elle? Léa ou Monique? Sa maison était-elle dans le passé ou dans cet avenir qu'elle avait bâti à Auxerre? Nous restons, dit-elle à Laurent. Nous sommes Monique, Sophie et Thomas. 6 mois plus tard, Monique Dubois dirigeait la coopérative avec succès. Ses enfants s'épanouissaient. Chaque soir, elle relisait la lettre de Stéphane. « Pardonne-moi d'avoir ruiné nos vies. » Leur vie n'était pas ruinée, mais transformée. « Je n'ai rien à te pardonner, » murmurait-elle. « Tu nous as sauvés. J'ai terminé ce que tu avais commencé. Repose en paix. Nous avons réussi. » C'était la vérité. Ils avaient réussi. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous. Les prochaines seront encore plus captivantes. Que Dieu vous protège.